On est le 10 novembre, bienvenue en prenant votre café. Je vous parle de Shein en Europe. Shein en Europe. Qu'est-ce que j'ai marqué, moi? Est-ce que c'est encore utile un diplôme? On va parler de ça. Le malaise Lucien Bouchard. Je pensais être le seul à avoir ce malaise-là. Je ne suis pas le seul. Le nombre d'élus à Montréal, on vient de les élire. Le taux de chômage au Québec décortiqué. Parce que François Legault se pète les bretelles. On va regarder. Ça en détail, vous allez trouver ça. Je le dis, c'est intéressant. L'ultra riche la plus atypique du Québec, je la connais. Nouveau monde graphite, ça vous tente-tu d'en acheter? Quantum Computing, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vous investissez tout de suite ou vous attendez 5 ans? Le Bitcoin, 82% des chances de tomber en bas de 100 000. Et les fourmis, on pense qu'ils sont toutes travaillantes. Hein? Non. Ils ne sont pas toutes travaillantes. Du tout. Là, j'ai pas de transition. Ça marche pas. Ça marche en ville, puis là, ben ici, je suis pas sur le réseau, fait que vous me voyez, on s'en va dans les actualités. Ça sera pas la fin du monde, mais c'est ça. Ça fait plus professionnel quand j'ai les transitions, ça me donne une petite pause pour relayer mes notes, fait que on passe ça. Normalement, je prends congé le lundi, puis je fais le show. Ouais, je dis tout le temps que c'est optionnel, mais je le fais 6 jours par semaine. Parce que j'ai trop de lectures à faire, puis il faut que je sois prêt toujours pour les débatteurs. Donc, c'est pour ça que je suis ici ce matin. Et on a planté de l'ail la fin de semaine. On a ramassé le tournesol. Il est mouillé. Ça va prendre du temps à sécher. Vraiment du temps à sécher. Mais bon, on va vivre avec. Il fallait le ramasser avant la neige. Est-ce qu'on va tout terminer? Je ne le sais pas au moment d'enregistrer ce show-là. Shein en Europe, hein? C'est 133 colis à la seconde. Je ne sais pas si vous achetez sur Shein ou Temu. Moi, j'achète sur Temu à l'occasion des jogging pants, des bas, des boxers, des choses de base, puis j'ai trouvé de la qualité, vraiment de la bonne qualité, des espadrilles de marche aussi, qui me coûtent 10$ et qui t'offrent 2 ans à peu près. Donc, certaines choses, mais bon, il y a de la camelote, bien évidemment, mais c'est à nous, comme consommateurs aussi, de surveiller ça. Le Shein ouvre un magasin en Europe et là, c'est la folie, ben raide. Puis la semaine passée aussi, les gens se sont plaints ici que Temu et Shein faisaient une concurrence déloyale. Tu sais, dans la vie, là, dans le domaine même alimentaire, c'est qu'à un moment donné, il y a trop de distributeurs, il y a trop de gens impliqués dans la distribution d'un produit. Regardez un livre, là. Y a-t-il ici un livre? Bon. Les deux. Qu'est-ce que j'en pense? L'entrepreneuriat, c'est difficile, point. Vous savez que ce livre-là se vendait 25$. Moi, j'avais 1$ là-dessus. Pourquoi? Parce que tout le monde prenait sa cote. Et c'est pour ça que j'ai racheté les droits puis je le vends sur mon site. La même chose avec le livre de recettes. On l'a fait sur notre site. On l'a fait pour nous autres mêmes puis on le vend sur notre site pour vous permettre d'avoir un meilleur prix et nous permettre d'avoir un meilleur prix aussi. C'est sûr qu'avoir un grand réseau de distribution, ça aide énormément, bien évidemment, là, puis ça se paye ça. Mais c'est ça que Shein et Temu éliminent. Hein? Tous les intermédiaires. Et c'est la vente directe au consommateur, presque du producteur au consommateur. Donc, on ne peut pas être contre cette approche-là. Maintenant, bon, il y a des choses controversées, des choses illégales, des choses qui n'ont pas de bon sens, qui ont permis sur leur plateforme. Et c'est ça qui fait tilter les gens. Mais est-ce que c'est vraiment une concurrence déloyale? Si le linge n'est pas fait ici, mettons vous achetez du linge dans une boutique montréalaise, mettons pour le nommer le Dynamite, le groupe Dynamite, je pense, c'est Garage ou whatever. Si c'est pas fait au Canada, à Québec, à Montréal, mettons, on s'entend-tu qu'il se prend des marges, puis c'est bien correct. Il y a une boutique à payer sur la rue Sainte-Catherine. Mais cette marge-là, toutes ces marges, c'est pas vous autres qui en bénéficiez. Sur Shein et Temu, puis je prends pas leur défense. Je vous dis d'un point de vue d'un agriculteur qui vend directement au consommateur. Même quand je vends dans les grandes boutiques, dans les grandes chaînes, on est en train de travailler là-dessus, puis ils nous demandent, c'est qui ton distributeur? C'est moi. Je livre directement au centre de distribution pour éviter tous les coûts supplémentaires. Donc, mais c'est beaucoup, 133 colis, mais c'est gros l'Europe, là. Quand même gros l'Europe. Est-ce que c'est encore utile d'avoir un diplôme? Ben, la question s'est posée dans la presse. Parce que on entend des Luc Poirier qui ont réussi, des Ré Junior, courte manche. Il y en a un paquet d'autres qui s'affichent sur les réseaux sociaux en se disant, moi, j'ai pas de diplôme. Mais Luc, quand même, il a continué d'étudier en passant. Là. Ray, je sais pas, mais il y en a d'autres
ou c'est qu'on n'a pas besoin de diplôme, puis on n'a pas besoin de diplôme. Il y a des exceptions. Puis c'est pas tout le monde qui va devenir entrepreneur non plus. Mais il reste que lorsque vous avez pas de diplôme, vous avez 56% des chances de travailler. Le taux d'emploi, c'est de 56. Donc, vous êtes plus souvent au chômage qu'autrement. Pas tout à fait, mais presque. 50% d'être au chômage ou de ne pas avoir d'emploi et dans la recherche d'emploi. Lorsque vous avez un bac, ça monte à 85% des chances que vous ayez un emploi. Donc, est-ce que c'est encore utile? Ben oui, c'est encore utile. Est-ce que l'intelligence artificielle va vous permettre d'avoir un job sans emploi, sans diplôme? Peut-être. Mais les années supplémentaires qu'on passe au cégep à l'université, ce sont des années où on cultive notre cerveau, qu'on s'ouvre les œillères aussi. Donc oui, c'est encore du bon sens. Aller chercher un diplôme. Après ça, tu l'as ton diplôme. Tu fais ce que tu veux, mais c'est facile quand on est jeune de dire « Hey, je vais pouvoir faire de l'argent ». On veut faire de l'argent, fait que la meilleure façon, c'est de pogner une job et lâcher l'école. Mais à long terme, c'est pas rentable. C'est pas rentable. La saga conservateur, il y a eu 2 défections la semaine passée. Un qui est parti chez les libéraux, puis on a eu un débat aux débatteurs par rapport à ça. Je suis pas d'accord avec ce style. Et autant de Mark Carney, moi, j'accepterais aucun transfuge. Si j'étais chef de parti, je n'accepterais aucun. C'est pas dans ma philosophie. Pas tout. Bon, Mark Carney, c'est supposé être un leader, on va revenir là-dessus. Après ça, il y en a un autre qui a voulu y aller et les conservateurs l'ont menacé de choses personnelles. Un peu comme il avait fait avec Alain Reyes. Parce qu'Alain Reyes avait approché, il était du côté de Jean Charest ou de Pierre Poilievre. C'est Pierre Poilievre qui a gagné la chefferie, fait que s'est fait harceler, c'est écrit dans la presse, là. Et celui d'Alberta, ben ça a l'air qu'il y a des choses personnelles qui auraient peut-être aimé mieux que ça ne sorte pas. Fait que les conservateurs ont été très bas. Ils ont dit, si tu t'en vas là, nous, on sort ces nouvelles-là. Il a décidé de démissionner. C'est propre, la politique. Ça, ce sont les gens qui nous gouvernent. Hein. Méchant moineau à Pierre Poilievre. J'y ai cru à un moment donné. Mais il n'y a aucune chance d'être premier ministre. 0. Mark Carney, on le voit cette semaine avec le budget. On le voit avec son aplat-ventrisme devant Trump. Dernière chose que tu dois faire avec Trump, c'est t'excuser. Il est allé s'excuser au nom de Doug Ford. Et Trump a encore ri de lui. Tu sais, à un moment donné, tu peux pas t'excuser pour les autres. Tu dois te tenir debout. Il a fait un budget pour dépenser encore plus que Trudeau. C'est ça, Mark Carney. Là. Il nous a rien amené à date. Vous allez me dire, c'est court, là, mais il était mis pour affronter Trump. Ne l'oublions jamais. Les libéraux n'avaient aucune chance si Pierre Poilievre était, si mauvais, et de 2, Justin Trudeau n'aurait pas passé même si Pierre Poilievre était mauvais. On a mis Mark Carney, mais on a dit, c'est un banquier qui ne sait pas compter. Vous comprenez pourquoi maintenant il a passé de la Banque du Canada à la Banque de la Nouvelle-Angleterre puis il est parti. Les gens, normalement, restent longtemps dans leur travail, pas lui. Quand même, hein? Il dépense plus que Trudeau. Une coccinelle. Il y en a partout. Il dépense plus que Trudeau, il faut le faire, hein? La Norvège se fait taper sur les doigts. La Norvège, avec son fonds souverain, ils ont été les plus grands profiteurs de la guerre en Ukraine. Ils ont fait 177 milliards de plus que les chiffres qu'ils avaient prévus à cause qu'ils vendent du pétrole à l'Ukraine à cause que le pétrole russe ne peut pas être acheté. Donc, ils ont fait 177 milliards de plus. Puis là, les gens même les partis politiques en Norvège disent, attends un peu, là. On a bien beau s'enrichir sur le dos du monde, là, mais ça serait peut-être le temps qu'on aide un petit peu plus. Fait qu'ils ont de la pression pour dire dépenser un petit peu plus, là. Tu sais, la Norvège, là, hein, on capote dessus, ils sont nobles, il y a des autos électriques, ils sont riches à craquer, mais ils sont riches grâce au pétrole. Tu sais, c'est un peu hypocrite, puis moi, c'est ce qui me fâche, c'est qu'on refuse d'être un petit peu hypocrite ici, là. On dit non.
Et pourtant, on est tellement hypocrite, on l'achète de l'Alberta et des États-Unis, notre pétrole. La Norvège joue au grand noble, mais ils sont riches à craquer grâce au pétrole. Puis après, avec ce pétrole-là, ils ont fait des investissements qui font que maintenant, à peu près, chaque Norvégien vaut 300 000. 300 000. C'est ça, la Norvège. Fait que là, ils se font taper ses doigts en leur disant, regarde, tu t'es enrichi, là, redonne-en. Aide l'Ukraine à sortir du trouble un peu, là, parce qu'il n'y a pas tant que ça. Ça va au Québec? Ah, on est de retour du Québec. Je ne sais pas comment je vais faire pour arranger mon setup ici. Ça marchait bien à Montréal les 2 derniers jours, mais bon, c'est comme ça la technologie. Hein. Même cette semaine, il y a eu de la misère aux débatteurs. Lundi, ils n'ont pas pu diffuser l'émission en direct, ça ne marchait pas. Fait que quand toute une équipe, ils ont des bugs, imaginez-vous, moi, tout seul. Hein? Hey, Sol Zanetti est le co-porte-parole de Québec solidaire. Ils sont partis pour la gloire. Ruben Gazal est contente, tout le monde est content. Et let's go, on s'en va gagner le Québec libre dans un Québec souverain. Je sais pas c'est quoi, là. Il inventera pas, là. C'est ça, le Zanetti, là. C'est quand même que j'aime pas Gabriel Nadeau-Dubois. Ben, dans le fond, je sais que j'aime aucun Québec solidaire, là. C'est parce qu'il écrit tout le temps au loup, puis ils sont nobles. Tu sais, moi, j'ai bien de la misère avec la noblesse quand, à un moment donné, il faut que tu payes ta noblesse, là. Et Québec solidaire, ce sont des grands rêveurs qui ne font que critiquer pour absolument rien. Un moment donné, ils n'apportent rien de constructif. Là. Rien. Comme Paul Saint-Pierre Plamondon, là. Il n'y en a pas de solution. On va ouvrir des délégations à l'étranger. Ben oui. C'est tu vas doubler encore les dépenses. Pardon. Fait que des fois que vous n'avez pas dormi, là, puis vous avez pas regardé les nouvelles parce que vous avez dit c'est qui le prochain de Québec solidaire, qui va remplacer Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois. Déjà en partant, c'est complètement ridicule d'avoir 2 chefs. Là. Un gars, une fille. Montréal, ingérable. Ça, c'est la faute à Jean Charest. Tu sais, quand tu te fais élire sur une promesse, là, parce que tu sais pas quoi dire d'autre. Là. Fait que lui, il s'est fait élire pour dire une île, une ville, no way. C'était Lucien Bouchard, je pense, qui avait dit une île, une ville, qui avait passé la loi, puis Jean Charest est arrivé, ben regarde, ça va être... Là, je suis pas sûr pour Lucien Bouchard, mais je pense. Jean Charest s'était fait élire là-dessus, puis il dit, regarde, on va laisser ça comme ça, puis il a avoué dernièrement que c'était sa plus grande erreur. Effectivement. Regardez au fédéral, on a 75 députés du Québec qui sont au fédéral. Il y en a 125 qui sont à l'Assemblée nationale, à Québec. Et à Montréal, tu en as 103 élus pour gérer Montréal. Vous pensez que c'est gérable? Quand on regarde ça, on commence à comprendre pourquoi Montréal est ingérable. Il va falloir à un moment donné revenir à une île, une ville. La même chose avec les sociétés de transport. Une seule société de transport pour l'ensemble du Grand Montréal. On a tout splitté ça. Ça marche pas. Si tu habites Laval, tu prends le transport commun, tu t'en vas, c'est une grande agglomération. Il faut arrêter de niaiser. Là. 103 élus à Montréal. En comparaison, j'aurais dû regarder Toronto, qui n'est pas tant que ça, mais à New York, à Toronto, c'est 25 élus. On a 103. Le maire, ça 25 élus plus le maire à Toronto. Ça entend que c'est une plus grosse ville. 103. Maire d'arrondissement, élu, conseiller d'arrondissement, conseiller patente, maire de la ville. Pourquoi qu'on n'est pas capable de corriger ces aberrations-là? Sincèrement, là, je serais surpris du pourcentage de gens que vous m'écoutez en ce moment, que vous vous posez la question, que vous êtes d'accord avec moi, dire qu'il y en a trop. Je ne sais pas qui dit qu'il n'y en a pas assez ou que c'est correct le nombre, là, je serais curieux, là, mais d'après moi, là, on doit frôler le 90%. Le malaise, Lucien Bouchard. Êtes-vous mal à l'aise, vous autres, avec Lucien Bouchard? Tu sais, c'est un ancien PM qui est lobby pour la riche fédération au Collège des médecins, whatever, comment que ça s'appelle, là, toute cette patente-là, là, et qui vient planter le gouvernement qui essaie de faire mieux.
Il y a un devoir de réserve normalement de 2 ans, là. Mais quand même, est-ce que le type de contrat que tu devrais accepter, est-ce que tu as vraiment besoin d'argent? Pourquoi tu veux venir défendre les médecins à ce point-là? Pourquoi tu as accepté cette job-là? Manquait de défi? C'est malaisant à le voir. Il a vécu l'autre côté, sachant que c'est problématique, tous les syndicats, puis comment il faut faire rentrer un budget, puis comment qu'on doit améliorer. C'est malaisant de le voir. Ça me déçoit. Tu vois un grand homme, là, je l'ai rencontré une fois sur le trottoir, sur Laurier, là, puis my God, je suis allé dire bonjour, monsieur Bouchard. C'est un monument pour moi. Là, c'est plus un monument. C'est un lobbyiste qui a besoin d'argent. Puis j'ai rien contre certains lobbyistes, même si je crois pas à cette job-là, si vous voulez, là. Mais quand même, hein. Beaucoup de malaise à le voir critiquer être lobby pour le Collège des médecins. Cette semaine, le taux de chômage a été annoncé un peu partout au Canada puis au Québec. Et François Legault, tout de suite sorti sur X disant que le taux de chômage était le plus bas au Québec, qu'à 5,3 puis il était à la baisse. Tu sais, il est trop con pour analyser les chiffres puis penser que les gens vont pas l'analyser. J'ai pris le temps d'analyser les chiffres. C'est vrai qu'il est à la baisse. Vous savez pourquoi il est à la baisse? Parce qu'il y a 10 700 personnes qui ont arrêté de chercher un emploi. Pourquoi? Décès, retraite. Donc, on a des gens qui s'en vont plus à la retraite et qui décèdent au Québec qu'ailleurs dans le reste du monde. Donc, c'est pour ça que le taux de chômage baisse. Ces gens-là ne cherchent plus un emploi. Tu entends, là? Ils ont pris leur retraite. Donc, le taux de retraités augmente. Bon, c'est pas bon, ça. L'autre chose, pourquoi qu'on a un taux de chômage plus bas? Le taux de syndicalisation est de 40% au Québec, contre 25% pour l'Ontario et l'Alberta. On s'entend, lorsque tu es syndiqué, la protection d'emploi, les entreprises perdent de l'argent, mais sont obligés de te garder, ou les contribuables payent, mettons, comme la STN. Donc, ça fait un taux de chômage qui est artificiellement maintenu. Ensuite, 17,5% de la population est fonctionnaire. Provinciaux, municipaux, fédéraux. Là, j'ai pas compté les parapublics. Dans les autres, le reste du Canada, on a un taux à peu près de 13%. À 17,5%, c'est ici. Donc, sécurité d'emploi. Quand même, tu ne sers à rien, tu as une job encore. L'intelligence artificielle est là, c'est pas grave, on va te former, mais on va te garder. Donc, vous voyez, population active, plus de retraités, d'un. De deux, plus de syndicalisation, 40% versus 25% pour les deux provinces qui nous intéressent. Plus de fonctionnaires qu'ailleurs. Et il en manque un autre. Syndicalisation, fonctionnaire. Ah ben oui. La Caisse de dépôt qui est investie, qui contrôle 16% du PIB. Donc, le bas de laine du gouvernement investit dans 24 000 entreprises. Ils ne sont pas toutes rentables. Sans compter, après ça, Investissement Québec, dans les folies de Lyon, là, quand il a créé beaucoup d'emplois. Vous voyez là, comment on peut faire maintenir un taux de chômage artificiellement? Je n'ai pas parlé de création d'entreprise ici, là. Pas parler de rien d'autre que tout est maintenu artificiellement, puis le gouvernement s'en vante. Non, c'est le contribuable qui paye ce taux de chômage-là. On se paye un taux de chômage qui est bas. Faut pas être fier de ça, là. Bon, je m'en appelle ici le piton. Quelquefois à la télévision, dans la section finance, là, si vous vous demandez, quelquefois à TV ou à radio, j'ai eu à débattre avec Claire Trottier. Claire Trottier, son père, qui n'est pas décédé, qui est né en 1948, Lorne Trottier, a vendu à un moment donné sa compagnie Matrox. Il a fait 1,1 milliard. Il a fait une fondation. Claire Trottier, qui travaillait comme chercheur ou whatever, elle avait une bonne job quand même, a quitté ça parce que son père a dû partager la fortune avec ses enfants. Et maintenant, Claire, c'est pas clair si son père est décédé ou pas, mais
Elle a eu l'argent de son père. Elle n'a rien eu à faire. Elle a vécu dans la boîte toute sa vie. Toute sa vie. Et là, tout à coup, elle se ramasse avec des millions, puis des millions, puis des millions, sans avoir rien fait. Donc, après ça, on la déclare l'ultra riche la plus atypique. Ben, c'est comme si mon fils, moi, mettons que, je sais pas, un jour, je vois 1 milliard. Ça n'arrivera jamais, mais mettons. Et Mathieu commence à se promener partout pour dire, je paye pas assez d'impôts. Puis moi, je suis encore vivant. Je dis, hey, Mathieu, c'est parce que on a payé assez d'impôts, ils savent pas comment la gérer, on va arrêter de leur en donner. On est bien mieux de créer de l'emploi nous autres mêmes, là. Donc, Claire Trottier ne comprend fuck all comment les gouvernements dépensent notre argent, ne comprend rien de ce que c'est de monter une entreprise et être capable de la vendre à un moment donné. On a vendu à tel cas, là, c'est pas vendu des milliards, on l'a parti de zéro, puis on a réussi à la vendre. Elle ne comprend pas tous ces mécanismes-là. Elle, à un moment donné, son père a dit, ben, j'ai vendu, on va aller manger au Saint-Hubert. Elle est bien fière de dire ça. Puis là, elle dit, bon, ben, maintenant, son père, il en a donné. Bon, maintenant, imposez-moi plus. Moi, ça me dérange parce que ça envoie un mauvais message. Autant qu'on voit les Instagrammeux qui ont l'air d'être montrés faciles, elle a l'air de dire, ben, regarde, je suis riche, donc, un, t'as pas travaillé pour ton argent. De deux, le gouvernement en a assez d'argent, il a jamais mal. Je veux pas y en donner plus, je veux qu'il me foute la paix pour que je continue à l'investir. Regardez, en ce moment, on est en pourparlers. Ben, c'est mon cousin qui gère ça, là, on est en train de regarder, pour prendre de l'expansion avec SC Saint-Jérôme puis acheter une autre compagnie. Laisse-moi tranquille avec l'argent, là. Les impôts, on va créer de nouveaux emplois. On va acheter une entreprise qui est en train de fermer. On veut la paix, les entrepreneurs. Pas en donner plus. Pas qu'on fait pas notre part. C'est que le gouvernement ne sait pas faire sa part. Fait que non, Claire Trottier. Et puis elle se promène partout. Puis elle aime ça dire qu'elle a un beau train de vie, mais elle dit, imposez-moi. Elle grince des dents toutes les fois que je la rencontre. Nouveau Monde Graphite. Oh, que vous aimez ça, vous autres, cette compagnie-là. Plusieurs recommandations d'achat cette semaine. Regardez le graphique, là, si on regarde depuis un mois. Bon, ça a baissé, là, mais je suis pas là. Je suis là. Bon. On a-tu appris, quand le gouvernement se met le nez dans une entreprise, de se pousser? Si vous n'avez pas appris ça, investissez dans Nouveau Monde Graphite, qui n'aura pas de revenus avant 2028-2029. On va bien se départir des terres rares, là. Mais les analystes qui recommandent ça, puis vous m'en parlez, vous aimez ce genre d'entreprise-là parce que vous pensez que ça va valoir, ça vaut 3,59 l'action, là, vous pensez que ça va monter à 1000 piastres l'action, je vous connais, là. Mais ça me dérange que des analystes, ben oui, le gouvernement investit, donc là, ça vaut la peine. Historiquement, ça a toujours été la catastrophe. Voulez-vous, je vous parle de la C-Série, à Mirabel, Lyon, Taïga. Je vous en donne plus. Les mines. Stornoway. À un moment donné, combien de mines je dois vous présenter pour que vous compreniez d'entreprise, pour vous dire, poussez-vous de là. Je comprends pas. Facebook fait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. J'ai déjà été hacké. Et ce qu'on voyait sur ma page, c'était toutes des pubs fausses. J'avais beau le signaler à Facebook, Facebook faisait rien. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'ai pu récupérer mon compte et ces pubs-là ont arrêté. Pourquoi ça prend du temps avec Facebook? Facebook fait 22 milliards par année avec des fausses pubs. Moi, je fais aucune pub sur ma page Facebook. J'attire des gens. J'ai un bon reach, j'attire des gens sur Facebook. Si même sur les autres réseaux, je dis aux gens, venez me parler sur Facebook, c'est là que je parle avec les gens. Ouais. Je fais pas une grosse différence pour Facebook, là. Je fais ma job. J'essaie de faire une différence pour moi, puis en même temps, mais ça fait une différence pour Facebook. « 22 milliards par année. » Donc là, ce que vous faites hacker, là, pourquoi ça prend du temps? Et là, la réponse. Il y a 22 milliards à faire. C'est énorme. C'est énorme. Hey, la semaine passée, on a eu toute une dose de réalité. Hein? Et ça fait du bien.
Est-ce que ça va continuer dans cette optique-là? On s'entend que il y a une grosse bulle ou une micro-bulle, ou il y a une petite bulle d'intelligence artificielle. Donc, Microsoft a tombé de 4,1%, Facebook de 4,2%, Nvidia, moins 2,1%, et Peloton, qui était la compagnie la plus ratio coût-bénéfice la plus élevée du S&P 500, est tombé de 11,2%. Donc, on était dû pour avoir une mini-correction. C'est pas majeur, puis c'est pas la fin du monde, là. On a eu une très, très belle progression depuis un an. Et tant mieux si ça se calme un peu, parce qu'il faut que ça se calme. J'aime mieux que ça se calme des 4% par semaine. On ne sait pas ce que la semaine nous réserve. Est-ce que ça va être encore pire? Est-ce que ça va décrocher? Ça va surmonter parce que la bourse aime bien ça, récupérer toutes ses pertes rapidement. Mais il reste que là, moi, je pense que pour un bout, on va faire du surplace, là. Il faut digérer, c'est what's next. Est-ce que Meta va venir à quelque chose sur l'intelligence artificielle parce qu'il traîne la patte, là? Il n'y a rien de spectaculaire. Meta AI, tu y vas, puis tu fais juste des vidéos qui sont plates. Donc, tu as Sora qui prend de l'ampleur. Ça prend une compétition à Sora. Là, tu n'as plus le choix. Il était bon à un moment donné. C'était bon. Il y a Grok aussi AI qui traîne la patte, là. Au point de vue vidéo, là. Ils en font un peu, mais c'est pas la même qualité que Sora. Les images, c'est Gemini qui est plus fort que tout le monde. Il y a une course là-dedans, là. Mais la course, après ça, comment tu la monétises? Ça, c'est la prochaine affaire. Sora, c'est le fun de faire des vidéos. Combien vous pensez que ça doit leur coûter en centre de données? Beaucoup. 70% des emplois sur LinkedIn demandent l'intelligence artificielle. Donc, si vous ne maîtrisez pas l'intelligence artificielle puis vous êtes à la recherche d'emploi, bonne chance. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, l'intelligence artificielle reste que c'est pas une si grosse bulle que ça parce que, regardez, on demande l'utilisation. On l'utilise. Et il y a des gens qui se refusent encore de l'utiliser. Ces gens-là perdent leur emploi. Il y a des pertes d'emploi directement reliées aux gens qui n'apprennent pas par eux-mêmes. On ne peut pas toujours attendre après notre employeur. Faites une recette. Améliorez quelque chose dans votre maison. Faites un design. Faites une recherche pour acheter whatever. Mais vous devez faire quelque chose. 70% des emplois demandent l'AI. Ah, le fameux quantum computing. Ça, c'est l'autre bulle La dernière fois, j'ai mis des gens en garde, le Bitcoin valait 7000. On me le reproche encore. Le quantum, ben regardez pour ceux qui peuvent le voir, là, il y a un an. Non, pas un an. On va regarder sur un an. Il y a un an, ça valait le fonds qui est QTUM, Quantum, valait 65$ en bourse 110$. Il n'y a pas encore d'ordinateur quantique. On parle qu'en 2030, ça va être des revenus globaux pour l'industrie du quantum computing de 4,5 milliards. On s'entend que c'est des peanuts. Regardez, Facebook fait 22 milliards juste avec les fausses pubs par année. C'est des peanuts. On est en 2025. Moi, je vais continuer à le regarder. Mais ce fonds-là, à moins qu'il tombe à 10$ ou à 15$, je ne touche pas, moi. Cependant, la vie vous appartient, puis vos fonds aussi, là. Mais j'ai assez d'expérience pour savoir qu'à un moment donné, ça risque de péter. Là, il y a de la hype. Sur le quantum, il y a de la hype parce qu'on ne l'utilise pas encore. On ne l'utilise pas du tout encore. Ah, j'aurais dû rester ici. Pour aller voir le Bitcoin, au moment d'enregistrer, qui est à 102 000. Et j'ai roulé une analyse avec Livermore, qui cherche les momentum, autant haussier que baissé. J'ai fait faire une analyse par ChatGPT, justement, en mode agent pour dire, regarde ce qui se passe avec le Bitcoin, ce que les gens disent, vers où on s'en va, l'analyse technique de ça. Et selon l'analyse technique, on peut voir le graphique, là, le Bitcoin a 82% des chances de s'en aller en bas de 100 000. Et je pense qu'on peut le voir atterrir vers 90 000. Ça tombe bien parce que j'en achète du iBit et j'en ai pas acheté encore. Cette année, j'ai pas le temps. J'ai oublié. Fait que j'ai 7 000 $ de disponible dans mon CELI que je vais probablement investir au complet avant la fin de l'année. Ben, j'ai pas besoin de le faire avant la fin de l'année, là, mais que je vais mettre probablement
dans le Bit. Moi, je vois ça comme une opportunité. Parce que le Bitcoin, j'y crois encore à très long terme. À court terme, c'est normal, c'est soubresaut-là. Donc, s'il baisse en bas de 100 000, je vais peut-être en acheter, mais j'en ai déjà du Bit, là. Donc, je ne fais pas une recommandation d'achat encore. Je vous dis que selon l'ensemble de l'industrie, le Bitcoin s'en va en bas de 100 000 à 82%. On s'en va les insolites. Cloner son chien ou son chat, c'est possible. Il y a Tom Brady qui l'a fait, il y a Javier Milei qui l'a fait aussi, puis il y avait un paquet d'autres. Il y a quelque chose de... Tu sais, on avait parlé de cloner la brebis il y a très longtemps par les Raéliens là, qui avaient fait ça aussi, qui disaient qu'ils avaient fait ça avec cloner un humain. Là. Il y avait Dolly, la première brebis. Mais maintenant, tu peux cloner ton chien, c'est normal. Là. Ça coûte 75 000 à peu près. Puis tu donnes un morceau de peau, whatever, de poil, puis ils te refont un chien exactement comme le tien. Quelque chose de bizarre avec ça. Ça vous tente. Vous pouvez rechercher sur Google, là, ça va vous faire ça. Hein? Station spatiale internationale. Ça roule cette affaire-là. Là. Ça fait le tour de la Terre à toutes les 90 minutes. Ça veut dire que les astronautes là-dedans voient 16 levées du soleil, 16 couchers du soleil. Par jour. Ça roule, hein? Hey, on pense que les fourmis sont travaillantes. Absolument pas. Un peu comme la société, hein? 2,6% des fourmis travaillent. Il y a 25% des fourmis qui font rien. Ils sont écrasés, ils ne font rien dans la colonie. Fuck all. Rien, rien, rien du tout. Puis il y en a 72% qui regardent. Ils disent, oh, faudrait bien travailler un petit peu. Fait que quand vous voyez les fourmis travailler, dites-vous qu'il y en a seulement 2,6% qui travaillent. Il y en a peut-être une couple d'autres qui seront joints parce que on va y travailler un petit peu, autrement, ils font rien. Du tout. Ça représente un peu la société, pas dans ces pourcentages-là, là, évidemment, là. Mais voilà. Hein. Et ça, est-ce que ça marche, ça? Merci beaucoup d'être là. Je vous souhaite un excellent lundi. Bonne semaine et bienvenue, my God. Bienvenue en prenant votre café. On retourne le jour de la marmotte. Non, mais venez nous voir sur françoislambert.one. Allez.